Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1 TV Afrique. Soyez les bienvenus dans le Talk Afrique. Selon la Déclaration universelle sur la démocratie est un idéal universellement reconnu et un objectif fondé sur des valeurs communes à tous les peuples qui composent la communauté mondiale, indépendamment des différences culturelles, politiques, sociales et économiques. Comment la démocratie garantit-elle le développement en Afrique? On en parle dans cette émission. Nous avons le plaisir de recevoir Daniel Saïfo, il est sur notre plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Oumou. Vous êtes juriste, membre de la société civile et diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly. C'est bien cela? En effet, j'ai eu l'occasion d'être formé à l'Institut de formation Amadou Gon Coulibaly, que je salue et que je remercie en particulier. D'accord, on a l'occasion certainement d'en savoir davantage sur cette formation. C'est ça. Avec nous également Alexise Gouda-Carole. Elle est la présidente du réseau des femmes leaders pour le réveil citoyen, par la même occasion diplômée du même institut, et puis coordinatrice de la jeunesse féminine RHDP de Port-Bouillet. Bienvenue sur notre plateau. Merci, monsieur le journaliste. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. D'accord, quand on regarde le parcours, on a affaire à une femme, un leader, une femme qui se construit. Est-ce que vous avez des ambitions politiques? On pourra maintenant dire... ou plus tard? Plus tard. Plus tard. Plus tard. Et c'est pourquoi vous avez donc accepté de participer à une formation dans l'Institut Amadou Gon Coulibaly, qui est un institut de formation politique. En effet. D'accord, parlons brièvement de cette formation, parce qu'on va parler de bonne gouvernance, on va parler de démocratie. Au sortir de cette formation, qu'avez-vous appris que vous ne saviez pas? Daniel Saïfo. Alors, déjà, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly offre un très large éventail en termes de formation. Donc, vous avez des formations sur la bonne gouvernance, vous avez des formations sur la politique, vous avez des formations en gestion, en management. Donc, une formation très large. Et donc, au sortir de cette formation, par exemple, en plus des connaissances, je vais dire du réseautage qui s'est fait, on a des matières spécifiques sur l'organisation des élections. On a des compétences spécifiques sur la gestion même d'une organisation politique et sur comment est-ce qu'on doit se comporter, la société civile bien sûr, doit se comporter vis-à-vis du gouvernement. Parce que le tout, c'est de pouvoir participer à la société civile, c'est de pouvoir participer au développement de la société. D'accord. Alexise Gouda, on a en Côte d'Ivoire une loi qui a été prise qui autorise, ou du moins qui doit permettre aux femmes, 30% de femmes dans les assemblées élues. Vous sortez d'une telle formation. Est-ce qu'à l'issue de cette formation, vous avez cette grande volonté-là, effectivement, de pouvoir prouver? Parce qu'on dit qu'il y a des pesanteurs au niveau des femmes, parfois on les empêche de pouvoir se présenter. Il y en a qui, du point de vue socio-culturel, ont peur de prendre les devants. Est-ce que votre mentalité à ce niveau a changé de telle sorte que vous puissiez vous battre demain, pourquoi pas, pour être à l'hémicycle ou être une maire quelque part? Merci pour la question. Alors, c'est une très belle question. Et effectivement, on assiste de plus en plus à une régression. Les femmes ont peur de s'affirmer en politique. Elles ont peur de prendre le devant de la scène politique. Et la loi qui a été prise relativement à 30% des femmes dans les assemblées élues vient ici montrer que la place aussi, la femme a son mot à dire en ce qui concerne la politique et elle peut faire ce que les hommes font. Et donc moi, en tant que présidente du réseau des femmes leaders, c'est cela notre objectif, de lutter pour que la femme ait une place prépondérante dans la place politique en Côte d'Ivoire. D'accord. Sur la même question, vous allez réagir. Parlant de la place de la femme, est-ce que vous pensez qu'on doit leur créer de l'espace ou elles doivent se l'arracher? Alors, c'est l'un et c'est l'autre. Okay. Mais plus loin, en plus de la femme, il faut que la jeunesse aussi puisse avoir, de même que les femmes, un certain quota dans le jeu politique afin de pouvoir faire développer les différentes sociétés. Parce que si nous disons que c'est l'année de la jeunesse, il faut aussi permettre que la jeunesse puisse avoir une certaine lucane dans les élections et même pourquoi pas dans les élections qui viennent, 30% de jeunes sur la liste, ça va redonner à cette atmosphère politique-là une certaine jeunesse et donc favoriser le développement au niveau des différentes localités et donc le développement au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais pour revenir à la question, effectivement, les femmes pendant très longtemps n'ont pas bénéficié de cet accès-là aux différentes hautes fonctions publiques, aux différentes élections. Il faut qu'elles-mêmes puissent arracher ces genres de positions. Déjà qu'on a de très grandes figures
qui peuvent être des modèles pour ces femmes-là. Et l'État leur a fait un passe-droit. Donc, ensemble, elles doivent pouvoir se développer et prendre les positions qui sont les leurs. D'accord, et là nous parlons de la démocratie en Afrique, c'est le sujet de cette émission. Quand vous jetez un regard à la fois rétrospectif sur le développement du continent africain, quand on parle de démocratie, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? Est-ce que vous pensez que l'Afrique, pour les nations qui ont choisi effectivement la démocratie, sont sur le bon chemin? Est-ce que la démocratie elle est assez faible encore dans certains pays? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, merci pour la question. La démocratie ici est aujourd'hui la forme de gouvernement qui est la plus répandue suivant le premier principe de la Déclaration universelle de la démocratie de septembre 1997. C'est un principe fondamental qui est reconnu à tous les citoyens le droit d'exercer son rôle à travers les principes d'égalité, les principes de liberté, les principes de responsabilité. Alors, pour répondre à votre question, je dirais qu'on est dans un processus démocratique qui est visible, mais il faut encore beaucoup d'efforts de la part de nos États africains. Il faut encore beaucoup d'efforts de la part de nos dirigeants pour qu'on puisse rentrer véritablement en scène et valoriser, mettre en avant les principes qu'on fait la démocratie. D'accord. Est-ce que vous pensez que 50 ans après les indépendances de certains pays africains, on a évolué sur ce plan? Sinon, pourquoi encore des guerres, des coups d'État, des renversements par-ci et par-là? Daniel. La question vient de la démocratie elle-même que nous voulons appliquer. Nous voulons appliquer un système que, pour ma part, n'est pas encore bien perçu par ceux-là même qui essaient de mettre la démocratie en exergue. Donc, quand vous avez encore les guerres, quand vous avez encore les différents conflits, vous vous rendez compte que ce qui cristallise l'atmosphère, ce sont les élections. Parce que qui parle des guerres et qui parle des élections. Donc, les élections ici, il faut qu'on puisse mettre en place un système qui rentre dans le cadre de la démocratie que nous donnons, mais qui soit suffisamment robuste, qui soit suffisamment contraignant, qui soit suffisamment stable pour permettre à ce que chacun puisse trouver son compte. Si ce n'est pas ça, on va se retrouver à chaque fois avec des situations de crise, avec des situations de guerre. 50 ans après, qu'est-ce qu'on fait de la démocratie? Par exemple, nous sommes quittés du multipartisme, nous sommes quittés du parti unique au multipartisme. Oui. 50 ans après, quel est le bilan que nous faisons? Est-ce que dans cette période-là, nous avons connu la paix et dans l'autre période, nous avons connu la guerre avec le multipartisme et tout ce qui est venu avec? Est-ce que la démocratie telle que nous la concevons actuellement, c'est le meilleur modèle pour les Africains? Je ne dis pas bien sûr qu'il faut retourner au parti unique. Je donne juste quelques explications pour dire que la démocratie doit être pensée africain, ivoirien et faire ressortir un modèle typique et atypique pour nous permettre d'évoluer. D'accord, il pose la question de savoir est-ce que la démocratie est le meilleur moyen? Il donne quelques éléments de réponse. Si vous devez répondre à cette question, est-ce que la démocratie, telle que pensée, transportée et appliquée dans nos pays africains, est-ce que c'est l'idéal? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je pense que, comme il a dit d'emblée, la démocratie vient avec ses principes. Ouais. Et telle que transposée, presque transférée dans nos États, elle n'est pas toutefois accompagnée de tout ce qui va avec. Ouais. Parlant de démocratie, on parle de liberté d'expression, ouais. On parle de vote, on parle d'état de droit, on parle d'expression plurielle, on parle aussi d'alternance politique. Et quand on regarde tout ça avec le théâtre des coups d'État en Afrique qui tendent à effriter la démocratie avec pour conséquence son lot de conséquences telles que l'instabilité politique, les violences liées aux droits de l'homme, on peut dire que la démocratie n'est pas le meilleur modèle, mais on va parfait attendre vers un meilleur modèle qui répond aux normes de nos sociétés africaines. Et par exemple, pour ne pas qu'on soit dans l'abstraction, un modèle a été copié, vous voulez qu'on puisse l'adapter aux conditions africaines, l'adapter aux conditions ivoiriennes, quel aspect? Par exemple, on pourrait adapter et de quelle manière l'accession au pouvoir? C'est un exemple. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à la façon dont on accède au pouvoir, la façon dont on fait les votes, etc., etc. Si nous devions en parler. Quand on regarde l'atmosphère politique ivoirienne et même africaine, on se rend compte que pendant les périodes où il n'y a pas des élections, presque tout va bien. Si on doit noter le pays, il sera noté peut-être sur 70, 80, sur 100. Ouais.
Et quand arrive la période des élections, presque tout le monde a peur. Parce qu'on se dit, attention, mais qu'est-ce qui va advenir encore du pays? Qu'est-ce qui va advenir encore de l'État? Est-ce qu'on va retomber encore dans les travers que nous avons connus? Donc, l'élément principal qui fait défaut à la démocratie telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, ce sont les élections. Et quand on parle d'élection, l'élection présidentielle, c'est l'élection qui catalyse beaucoup plus les émotions. Mais après ça, on a aussi les élections régionales. Voici septembre qui s'annonce et on a bien peur de savoir comment est-ce que ces élections vont se dérouler. Donc, au niveau de l'accession au pouvoir, il faut qu'on puisse retravailler la méthode ou bien qu'on puisse instruire les populations suffisamment sur le modèle qu'on veut mettre en place pour que tout le monde puisse aller vers la démocratie qu'on aura choisie et le respect des règles qu'on aura établies. C'est quand on veut manquer aux obligations des règles, donc des lois que nous-mêmes nous sommes fixées, qu'adviennent toutes les difficultés que nous connaissons actuellement. D'accord, parlons des difficultés. Quand on est au sein d'une mutuelle, on est au sein d'une organisation, vous êtes présidente d'un réseau, vous avez aussi votre manière de fonctionner pour avoir accès au poste le plus élevé. C'est une forme de démocratie. Bien des fois, en interne, il n'y a souvent pas beaucoup de problèmes. Est-ce que ce ne sont pas les enjeux qui font que parfois on remet en cause les institutions qui en principe n'ont pas de problème? Si on veut le transposer, ce que vous faites au niveau du réseau, si on veut le transposer au niveau d'une élection présidentielle, est-ce qu'on comprendrait bien pourquoi là-bas il y a des palabres, il y a des contestations, on n'accepte pas les résultats? Pourquoi? Bon, la question reste posée. Ouais. Il faut dire que le respect, la liberté, c'est le respect des règles que nous-mêmes nous sommes fixées. Donc, s'il y a un cadre juridique qui encadre les élections, il faudrait qu'on puisse respecter le verdict des urnes, qu'on puisse respecter le débat sur les élections politiques. Donc, je pense que ça va évoluer. C'est un processus, mais ça va évoluer parce que les citoyens ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont en main à travers le vote. Et les élections sont l'épine dorsale de la démocratie représentative. Donc, il faudrait qu'on puisse prendre conscience que le vote ici, c'est notre identité et c'est ce pourquoi nous allons arriver à choisir nous-mêmes les dirigeants que nous voulons et à épouser leur programme politique. D'accord. Est-ce que c'est encore compris de cette manière que le vote, c'est un droit que nous devons exercer, un droit important? Il y a l'élection qui arrive bientôt. Est-ce qu'il y a de l'engouement? Moi, je dirais qu'il faut que l'élection, sinon le vote, ne soit plus un droit, mais plutôt une obligation. Parce que vous savez, si on remonte dans l'histoire du vote, on se rend compte qu'avant, tout le monde ne votait pas. Juste une petite partie, une caste votait. Avant, les femmes même n'avaient pas le droit de vote. Jusqu'à ce que ça évolue, des gens se sont morts pour que le droit de vote puisse être accessible à tout le monde. Et bizarrement, où le droit de vote est accessible à tout le monde, c'est là que nous enregistrons des taux de participants à des élections tellement faibles qu'on se demande même si effectivement c'est le peuple qui a voté. Parce que quand la démocratie se définit comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, ici qu'est-ce qu'on parle de quoi? On parle de la majorité. Mais s'il y a une élection, on a moins de 50% de taux de participation et qu'il y a un candidat qui arrive avec 80%, est-ce qu'on peut dire que le peuple, donc les citoyens ici dans ce sens du vote, ont effectivement manifesté leur volonté à avoir une personne comme président? Donc ça pose déjà cette question. En plus, on a la question des institutions. Alors les institutions, on va rentrer dans le débat, est-ce que les institutions sont suffisamment fortes ou est-ce que ce sont les hommes qui doivent être forts? Les institutions en Côte d'Ivoire ont fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Parce que, pour ma part, les personnes qui ont été placées à certaines institutions qui doivent être garantes de la bonne marche de l'État n'ont pas été suffisamment inspirées. Donc on imagine que ce ne sont pas les institutions elles-mêmes, ce sont les personnes qui représentent. Ce sont les hommes forcément, parce qu'en tant que président du Conseil constitutionnel, donc toi qui détiens la clé de toute une élection, si tu viens te dédier sur une chaîne de télévision, tu vois on voit tous que ça va poser un problème. Si, en tant que président de la CEI, on fait des actions qui sont contre la démocratie, donc qui sont contre la bonne gouvernance, on va se rendre compte que ça va forcément entraîner des conflits par derrière. Donc, les personnes qui doivent être mises à ces genres d'institutions doivent être suffisamment responsables
pour pouvoir nous conduire à la paix. Très bien. Parlons... Je oui, voulais allez-y, rebondir allez-y. sur ce qu'il a dit pour dire que les élections ou l'organisation des élections libres et transparentes sont seulement peut-être un critère d'évaluation du degré ou pour mesurer la vitalité démocratique dans un État. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse abandonner ces critères et se pencher vers d'autres critères, notamment le critère de l'état de droit et le critère du respect de la dignité des droits humains et des droits fondamentaux. D'accord, quand on va prendre le critère de l'état de droit, on entend beaucoup état de droit, respect de la dignité humaine. De façon concrète, comment ça va pouvoir se traduire? Parce que ceux qui en parlent, parfois ce sont les ONG qui veulent en faire la promotion. Comment est-ce que ça se traduirait? Alors, merci pour la question. Je pense que l'état de droit ici, il est mesurable, à savoir si les institutions qu'on a, est-ce qu'ils respectent les textes de loi, ils respectent le cadre juridique qui sont là, à savoir les lois, la Constitution elle-même et les décrets qu'ils ont pris. Et en ce qui concerne les droits fondamentaux, les droits de liberté et les droits fondamentaux et les libertés publiques, il faudrait que l'État, avec la Constitution de 2016, on est arrivé au fait que les droits fondamentaux ont été inclus, ils sont constitutionnalisés maintenant. Donc, on peut dire que de cette part-là, il y a une progression vers l'encadrement de ces droits et on veille l'État comme la communauté internationale avec les organisations internationales et régionales et sous-régionales veillent à l'application stricte du respect de ces droits. D'accord, très bien. Nous sommes en train de parler de la démocratie. Parlons de la bonne gouvernance. Il y a même une autorité dédiée à la bonne gouvernance. Qu'est-ce que vous entendez par bonne gouvernance? Et puis parlons de ces principes pour voir effectivement si dans nos pays africains, pas forcément le cas de la Côte d'Ivoire, dans nos pays africains, à quel niveau est-ce que nous en sommes? Au niveau de la bonne gouvernance, ces règles ces principes ne sont pas très loin de ceux de la démocratie. Il s'agit aussi de la transparence, du respect des différentes des lois, du respect de la hiérarchie. Mais pour revenir sur le respect des droits, alors sur l'état de droit, il y a le respect de la loi. Donc la loi qu'on s'est fixée, la Constitution, la loi électorale, la loi pénale, donc la simple loi. Il faut que chaque citoyen, donc chaque État, puisse faire appliquer et donc respecter les décisions qui sont prises au niveau de chaque État, donc les différentes lois. Il faut aussi que, pour la bonne gouvernance comme pour la démocratie, il faut aussi qu'il puisse avoir une liberté, une totale liberté de l'appareil judiciaire. Parce que si l'appareil judiciaire n'est pas totalement libre, on se rend compte que l'un des principes fondamentaux de la démocratie, qui est la séparation des pouvoirs et même la bonne gouvernance, vous voyez que si ça, ce n'est pas respecté, nous ne sommes plus dans un état de droit. Et donc, le gouvernement peut faire ce qu'il veut sans que personne ne puisse s'y opposer. Donc, au niveau de la bonne gouvernance, il faut qu'il y ait la transparence. Donc, la transparence dans la gestion. Et aujourd'hui, je remercie tout particulièrement le ministre de la Bonne Gouvernance, Zorobi Balo, parce qu'il est en train de faire un superbe travail. Et moi, personnellement, je l'encourage et je lui demande de pouvoir aller au-delà de ce qu'il est en train de faire, pour pouvoir assainir notre pays et la rendre beaucoup plus acceptable au niveau de la bonne gouvernance. Oui, allez-y. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit pour dire que la bonne gouvernance, de façon simple, c'est gouverner selon des principes et des valeurs. Elle a plusieurs principes, mais on en dénombre au nombre de 6 essentiellement, notamment la participation citoyenne, l'état de droit, comme il vient de le dire, la maîtrise de la corruption, la qualité de la réglementation et l'efficacité des pouvoirs publics, avec pour corollaire la stabilité politique et la non-violence. D'accord, il y a un aspect très important qui concerne le volet corruption. Et vous avez dit que le ministre de la Bonne Gouvernance faisait un travail remarquable. On est en Côte d'Ivoire, on a entendu dans les médias, on a vu beaucoup d'initiatives qui sont prises à ce niveau, au niveau de la question de la corruption. Vous, en tant que jeune, en tant que citoyen, si vous devriez faire des propositions pour qu'on puisse mettre fin ou réduire au mieux cette gangrène, quel genre de propositions vous ferez? Alors, il faut savoir que la corruption... Parce qu'elle est transversale à tous les niveaux. Exactement, c'est ce que j'allais dire. La corruption, elle est transversale. Elle est à presque tous les niveaux. Mais au niveau du service public, par exemple, l'élément qui est le plus regardé, c'est la santé. On a la police et on a les finances. Et Dieu merci, le ministre est en train de travailler sur ces différents aspects. C'est de pouvoir accentuer les différents contrôles
Il y a même un numéro vert qui a été créé pour permettre à ce que les populations qui sont victimes ou qui entendent parler de ce genre de corruption puissent appeler et faire des dénonciations anonymes. Mais ce genre de pratiques-là, il faut les vulgariser. Et derrière, il faut mettre en place un corpus de règles qui puisse protéger la personne qui fait une dénonciation. Parce que si c'est un travailleur, fonctionnaire, si c'est une personne civile qui fait une telle dénonciation, on peut imaginer tout ce qu'il y a comme répercussion sur sa personne ou sur celle de sa famille et de ses proches. Donc, le tout, c'est de mettre en place un corpus de règles déjà pour protéger ceux qui font les dénonciations. Et en plus, il faut créer des brigades spéciales pour ça. Parce qu'au niveau de la corruption, ce n'est pas des choses qu'on va voir comme ça, à l'œil nu. Donc, il faut des personnes qui soient dédiées à ça. Et je crains peut-être que le ministre n'ait pas forcément toutes les cartes, mais avec les cartes qu'il a en main, il fait déjà beaucoup. Donc, c'est de permettre, de demander au gouvernement, de permettre au ministre de la bonne gouvernance de pouvoir travailler dans ce sens. Et pourquoi pas faire de la bonne gouvernance un organe détaché, même carrément séparé du gouvernement. Comme ça, si la bonne gouvernance devient une organisation détachée du gouvernement, il devient, si vous voulez, comme une mesure de contre-pouvoir, non pas pour piéger le gouvernement, mais pour lui permettre de pouvoir travailler efficacement. Et ça, je pense qu'il devrait exister un tel organe au niveau de l'Assemblée nationale. Mais s'il n'en existe pas, ce n'est pas grave. Mais la bonne gouvernance doit pouvoir être totalement détachée pour être suffisamment libre de faire son travail. D'accord, on a reçu ici un invité qui faisait une proposition sur la question de la bonne gouvernance et de la corruption. Il estimait, mais il disait par exemple qu'il y a des personnes qui ont été prises la main dans le sac et qui ont détourné des millions ou des milliards. La plupart du temps, on les emprisonne et on s'arrête là. Lui proposerait par exemple que ces personnes, on puisse les utiliser à travailler, à rembourser tout ce que ces personnes auront volé. Donc on est toujours en train de réfléchir sur la bonne formule. Des personnes sont prises la main dans le sac, d'autres sont relâchées, d'autres sont protégées, et certains emprisonnés. Vos propositions sur cet aspect-là? Alors, je pense que l'élément fondateur ici, c'est les tests et les règles qu'on s'est fixées. Et qu'il faut appliquer. Qu'il faut appliquer et veiller efficacement à ce que cela soit appliqué. Et je pense que toute la solution part de là. D'accord, très bien. Pour revenir sur le même sujet, les personnes sont prises la main dans le sac, c'est vrai. Il faut regarder maintenant la qualité. Comme elle a dit, c'est le respect des règles que nous nous sommes fixées. Si la personne est parlementaire, si la personne est membre du gouvernement, si la personne a telle position, député, etc., il faut regarder est-ce que la personne peut être poursuivie. Donc, il faut regarder maintenant l'opportunité soit de modifier les textes pour permettre à ce que, même si c'est un parlementaire, si c'est un membre du gouvernement, s'il est poursuivi pour la bonne gouvernance, par exemple, même s'il ne peut pas faire la prison, il faut qu'il puisse rembourser, parce que c'est notre argent. C'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est chaque citoyen qui verse de l'argent dans le domaine public et que des personnes s'amusent à détourner. Donc il faut pouvoir agir dans ce sens aussi. Parlons de gouvernance de démocratie. Que vous inspire le cas du Sénégal? Récemment, vous avez appris dans la presse beaucoup de contestations qui n'ont pas fini et qui ne sont pas terminées d'ailleurs. Mais jusqu'à ce que le président actuel ait fait une déclaration qui semble avoir apaisé les uns et les autres. On parle de démocratie à l'africaine. Quel est votre regard sur le cas du Sénégal et puis pourquoi pas le cas du Ghana? Il y a des démocraties qui sont assez stables. Alors, merci monsieur le journaliste pour la question. Et il faut dire que le Sénégal était cité comme l'un des pays les plus démocratiques en Afrique de l'Ouest ici, jusqu'aux récents événements qui ont eu. Alors nous déplorons les violences qui ont prévalu et les pertes en vie humaine qui ont résulté de ces violences. Et nous pensons que c'est une interpellation pour nos dirigeants et pour le peuple sénégalais, parce que à la fin de chaque mandat, les dirigeants trouvent les moyens et les voies de se détourner de la Constitution en voulant se maintenir au pouvoir. Et c'est également une mise en garde contre nos dirigeants africains qui doivent quitter le pouvoir quand leur mandat finit, sans contrainte et sans heurts. J'ai la même question. Je pense que c'est pratiquement la même chose. On s'est doté de textes constitutionnels, par ailleurs constitutionnels. Il faut qu'on puisse respecter ces textes. Il y a un vieux débat entre les juristes et les personnes qui ont fait Sciences Po, qui dit que pour le droit, lorsque le nombre de mandats est déjà dans la Constitution,
la Constitution, lorsqu'elle est modifiée ou elle est changée, à partir du moment où le principe est déjà inscrit, alors même si on ne met pas derrière 10 mandats, la personne est déjà bloquée à 2. Et les personnes qui ont fait Sciences Po vont vous dire non, tout repart à 0. Et on a connu ce débat ici en Côte d'Ivoire. Les compteurs sont remis à 0. Effectivement, on a connu ce débat ici en Côte d'Ivoire. Mais comme elle a dit, si on a fait 2 mandats, il faut pouvoir partir. Parce que si on ne part pas, ça peut créer tout ce que ça a créé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région africaine. Les constitutions sont claires. Il ne s'agit pas de pouvoir se maintenir au pouvoir indéfiniment, mais il s'agit aussi de pouvoir faire confiance. Et c'est là que moi je reviens pour dire, il s'agit de confiance. Il faut faire confiance en la personne à laquelle nous voulons laisser le pouvoir, donc en la jeunesse à qui nous voulons transférer le pouvoir. Parce que s'il n'y a pas de confiance, finalement, il y aura une rupture dans les relations entre ceux qui sont là et ceux qui doivent venir. Très bien. Nous sommes à la fin de cette émission. Daniel Saïfo, on a eu plaisir à échanger avec vous. Merci. Nous rappelons que vous êtes juriste, membre de la société civile, également diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Koulibaly. C'est ça. Merci également à Alexis Gouda. Carole, on a eu le plaisir à échanger avec vous. Vous êtes la présidente du réseau des femmes leaders pour le réveil citoyen, diplômée du même institut, coordonnatrice de la jeunesse féminine RHDP. Juriste également. Ok, très bien. On l'a senti dans les différentes interventions. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medium TV Afrique.